Fumel, petite ville du sud-ouest de la France. Ce matin du 23 janvier 2003, Maurice Lapouge, le patron d'une société de produits agricoles, est inquiet. Car l'un de ses magasiniers, Guy Chavernac, 35 ans, est très en retard, plus de 30 minutes, et ce n'est pas dans ses habitudes. Il arrive toujours à 8h moins le quart, 8h moins 20. Il arrive largement à l'heure. Ouais. L'absence injustifiée de Guy Chavernac a quelque chose d'étrange. Pour lui, c'est très inquiétant, ça ne correspond pas du tout à la personnalité de Guy Chavernac. Hein. Il a la réputation d'être ponctuel, il a la réputation d'être un type sérieux, et si jamais, par extraordinaire, il venait à être malade, il prévient. Il aurait prévenu. Il n'appelle pas du tout, nous sommes très inquiets, et je demande à un de mes collègues qui est resté ici d'aller voir son appartement, vraiment voir s'il est malade, s'il est parti ou qu'est-ce qui se passe. Guy Chavernac habite à quelques minutes en voiture de là. Dans cet immeuble, au premier étage. Le collègue il constate que la porte est fermée à clé, que Guy ne répond pas, et ça m'inquiète de plus en plus, quoi. Guy Chavernac n'est donc pas chez lui. Mais où peut-il bien être? Son employeur Maurice Lapouge décide d'alerter les proches. En commençant par le père et le frère de Guy. Monsieur Lapouge, qui m'a téléphoné, il trouvait que ce n'était pas normal que Guy soit absent. Au moment où mon père me dit Guy ne s'est pas présenté au travail, aussi bien mon père que moi, je pense qu'on se dit là, il y a un problème grave et sérieux. Il est 16h ce 23 janvier 2003. Cela fait maintenant 8 heures qu'on est sans nouvelles de Guy Chavernac. Le patron de Guy Chavernac va donner l'alerte et va donc prévenir la gendarmerie. C'est l'adjudant Fabien Pédeba qui décroche le téléphone. Oui, bonjour, gendarmerie de Tournon-d'Agenais. Et le gendarme prend cet appel très au sérieux. Si Maurice Lapouge appelle la gendarmerie, c'est qu'il y a certainement quelque chose d'important et qui nécessite notre transport sur les lieux. Aussitôt, Fabien Pédeba prend la décision de se rendre lui aussi au domicile de Guy pour comprendre pourquoi celui-ci n'ouvre pas sa porte. Après tout, il a peut-être été victime d'un malaise. Sur place, le gendarme retrouve Maurice Lapouge, le patron du disparu. Bonjour. Bonjour monsieur. Le propriétaire de la résidence, lequel nous ouvre la porte de la résidence, nous montons les marches et nous arrivons face à la porte d'entrée du logement de Guy Chavernac qui porte le numéro 1. La porte est bien fermée à clé, ouais. Et quand on frappe, personne ne répond. L'adjudant Fabien Pédeba fait appel à un serrurier pour se faire ouvrir l'appartement où Guy Chavernac vit seul. Mais à l'intérieur, le gendarme ne constate rien de particulier. Étrangement, tout est en ordre et les affaires personnelles de Guy sont là. Dans la salle de bain, nous constatons la présence des affaires de toilette, ce qui nous laisse penser qu'il n'est pas parti précipitamment en faisant un sac. Il n'y a pas la moindre trace d'un quelconque départ précipité. Mais il reste une chose à vérifier. Est-ce que le véhicule de Guy Chavernac se trouve dans le parking situé dans le sous-sol de l'immeuble? On demande à voir au parking s'il y avait son véhicule sur le 21. Et donc nous descendons le propriétaire au sous-sol, au parking des communs à l'immeuble. Force est de constater que le véhicule, qui est une Renault 21 blanche, n'est pas à cet emplacement. Mais plus extraordinaire encore, alors qu'ils sont dans le parking, le propriétaire va dire aux gendarmes « mais en réalité, ce n'est pas une place qu'il loue, mais deux ». Alors ça nous surprend, parce qu'à ma connaissance, il n'avait qu'une voiture. Nous savons que Guy Chavernac vivait seul à ce logement. Il n'a qu'une voiture, on ne l'a jamais vu avec deux véhicules, et on se demande bien pourquoi il loue deux emplacements pour une voiture qui, de surcroît, n'est pas là. Deux emplacements pour une seule voiture? Pourquoi? Le propriétaire va leur apporter la réponse.
Si Guy Chavernac loue un deuxième emplacement, c'est pour le véhicule de sa maîtresse. Il nous l'a décrit et puis je crois reconnaître quelqu'un que je connais. Pour Maurice Lapouge, il n'y a pas l'ombre d'un doute, il s'agit d'une femme qu'il connaît, qui s'appelle Simone Cambou. Simone Cambou, 50 ans, c'est une infirmière de l'hôpital de Fumel. Elle et Guy se sont rencontrés en 1995. Lui travaille dans ce magasin, une coopérative agricole. Simone, elle, est une cliente de la boutique. Et malgré leurs 15 ans de différence d'âge, c'est le coup de foudre. Mon frère est amoureux, bon, ça c'est sûr. Fou amoureux de Simone. Quelqu'un de très féminin. Très charmante, avec beaucoup de caractère. Elle prend soin d'elle, soin de son apparence extérieure. Enfin bon, mon frère a craqué, quoi. Mais Simone est déjà mariée. Elle divorcera 2 ans plus tard, en 1997, pour vivre pleinement son histoire avec Guy. Elle connaît le parfait amour et ça se voit sur elle, elle est épanouie de toute façon. C'est une passion. Il est 17 h. L'adjudant Fabien Pédeba se rend immédiatement au domicile de cette femme. Ça se trouve, il est là-bas, et c'est pas la peine de chercher pour rien, on n'a pas de temps à perdre, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, c'est une faible distance. Simone Cambou habite au lieu-dit La Buissonnade, à une dizaine de kilomètres de Fumel. Je veux dire, moi je l'ai vu pour la dernière fois, on a passé la soirée ensemble, et la nuit d'ailleurs, la nuit du 21 au 22 janvier. Simone Cambou aurait donc vu Guy Chavernac le jour précédant sa disparition. Mais depuis, plus de nouvelles. Elle n'a rien de plus à déclarer, elle dit simplement il est parti de bonne heure, comme à son habitude, je crois qu'il était 7 h ou 7 h 30, et c'est la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Nous lui posons la question de savoir si elle n'a pas vu la voiture de Guy Chavernac. Elle nous répond que non, elle ne l'a pas vue. Les gendarmes croient l'infirmière sur parole. Il faut dire que Simone Cambou a une très bonne réputation dans la région. Elle est reconnue comme étant une infirmière de qualité. Simone Cambou semble donc pour les gendarmes au-dessus de tout soupçon. On arrive à la fin de cette journée du 23 janvier où personne n'a de nouvelles de la vie, de l'existence ou de la trace de Guy Chavernac. Dès le lendemain, le 24 janvier 2003, tous les habitants de Fumel sont déjà au courant de la disparition de Guy Chavernac. Petit village, tout le monde connaît tout le monde. Que ce soit les petits villages aux alentours, tout le monde se connaît. Les collègues, mais aussi les proches de Guy décident alors de se mobiliser. Nous partons avec un collègue, Philippe, et d'autres personnes aussi, à la recherche de sa voiture et de lui. On va chercher, on va être comme des... On va chercher, on va faire comme des policiers. Et celui qui prend la tête des recherches, c'est le père de Guy, Paul Chavernac. Monsieur Chavernac père va être présent sur tous les fronts. D'abord parce que Fumel c'est petit, il va rencontrer les enquêteurs, les gendarmes, etc. Il va leur poser des questions sur l'avancement de l'enquête. D'abord, j'ai cherché le long de la route s'il n'avait pas eu d'accident. On prend les voitures, on va chercher où il a roulé, on va chercher au bord de l'eau. Bon, on devient presque dingue parce qu'au bout d'un moment, quand vous voyez, je sais pas moi, une petite forme ou un sac poubelle, vous pensez que... Enfin, moi je me revois que je pensais que c'était mon frère. Je m'arrêtais par moments pour vérifier des ravins ou autre. Je n'ai rien trouvé. Et ça m'a bouleversé. Les recherches ne donnent rien, et cela fait maintenant plus de 4 jours que Guy Chavernac n'a pas donné signe de vie. Les gendarmes envisagent alors une hypothèse. Guy est majeur, il a très bien pu disparaître de son plein gré. En interrogeant sa famille et ses amis, ils découvrent que c'est un homme sans histoire et apprécié de tous. Guy Chavernac, c'est sans réserve et sans limite le prototype du gascon aquitain. C'est un gentil garçon, bien de sa personne, physiquement, grand. Mon frère, il faisait 1,87 m. Il a joué au rugby. C'était quelqu'un de costaud. Et sportif.
Il aimait partir en courant et aller promener son chien. Pour vraiment dire comment est mon frère, un clochard, il lui aurait donné son blouson. Le portrait d'un jeune homme sportif, jovial et bon camarade se dessine au fil des témoignages recueillis par les enquêteurs. Guy Chavernac est unanimement reconnu par tous les gens que nous rencontrons comme le bon copain, celui qu'on aime bien rencontrer, passer une soirée avec lui. Côté vie privée, Guy a 2 jeunes enfants de 2 unions différentes. Ses 2 ex-compagnes sont interrogées. Elles n'ont pas plus d'explications à donner sur cette mystérieuse disparition. Mais derrière ce portrait quelque peu angélique, une rumeur insistante circule dans le village de Fumel. Il se dit que Guy Chavernac aurait des problèmes d'argent. Et selon son entourage, l'homme en était visiblement très affecté ces derniers temps. À cette époque-là, Guy Chavernac est décrit par ses amis, ses proches, comme quelqu'un de morose, taciturne. On le sent éloigné, un peu renfermé sur lui-même, plus distant. On a senti qu'il avait des problèmes d'argent, mais il n'a jamais voulu le dire clairement. Les gendarmes vont enquêter et découvrir qu'il ne s'agit pas d'une simple rumeur. Nous découvrons que Guy Chavernac a de gros problèmes d'ordre financier. Et on a su d'ailleurs qu'il avait ouvert un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Guy a-t-il disparu pour fuir ses créanciers? A priori, tout le laisse penser. Car l'une de ses voisines raconte aux enquêteurs qu'il voulait quitter la région ces derniers temps. Il y a une dame qui fait état qu'il cherchait à louer une maison. Que Guy Chavernac avait pour projet de déménager, de monter peut-être un petit commerce. Il voudrait un petit peu changer de vie et changer de région. La piste du départ volontaire semble donc plausible, mais elle va conduire les enquêteurs dans une impasse. Car depuis sa disparition, il ne constate aucun retrait d'argent sur son compte bancaire. L'enquête semble au point mort. Quand le 31 janvier 2003, soit 8 jours après la disparition de Guy, un témoin appelle les gendarmes. Nous recevons un appel téléphonique d'un chasseur qui déclare avoir découvert un véhicule Renault 21 abandonné dans une carrière. Une Renault 21, le même type de véhicule que celui de Guy Chavernac. Pour le gendarme, ça fait tilt. C'est Guy Chavernac avait une Renault 21 blanche. On le cherche depuis plus de 8 jours maintenant. Donc les gendarmes se précipitent. Les gendarmes ont enfin une piste. Ils se dirigent vers le lieu indiqué par le témoin, une carrière isolée à une dizaine de kilomètres de Fumel. Il s'avère que c'est bien la voiture de Guy Chavernac parce que l'immatriculation est la bonne, ça colle. Enfin du concret pour les gendarmes. Et ils découvrent plusieurs éléments troublants. Après, ils s'aperçoivent que ce véhicule n'est pas verrouillé, que les clés sont sur le contact. Et juste à côté des clés, un autre détail attire l'attention des enquêteurs. Le starter manuel de la Renault 21 est tiré. Et quand le starter est tiré, ça veut dire qu'on a fait une courte distance. On tire le starter quand le moteur est froid et on le repousse dès qu'on a roulé un petit peu, genre 3, 4, 5 km maximum. Les gendarmes en déduisent que la voiture de Guy Chavernac n'a donc parcouru que quelques kilomètres avant d'être abandonnée dans cette carrière. Mais très vite, les enquêteurs réalisent que ça ne pouvait pas être Guy Chavernac au volant. Et cela pour une raison toute simple. Le siège est avancé, donc ça ne correspond pas forcément à sa position de conduite. Il correspond plutôt à la morphologie d'une personne de petite taille. C'est-à-dire qu'a priori, c'est pas Guy Chavernac qui a conduit sa voiture à cet endroit-là. Les gendarmes s'interrogent. Depuis quand la voiture a-t-elle été abandonnée dans cette carrière? Un indice va les mettre sur la voie. Ils découvrent que les pneus sont enrobés de terre. Et la boue qu'il y avait sur les pneus, sous les garde-boue, était sèche. Alors que le terrain est boueux le jour de la découverte.
ce qui nous laisse penser que le véhicule est bien là depuis quelques jours. Reste à préciser le jour exactement. C'est un témoignage qui va leur apporter une réponse. Ce véhicule aurait été vu dès le lendemain de la disparition. Ce que nous déclare le chasseur à l'origine de l'alerte. Tout cela ne présage rien de bon. Mais les gendarmes vont rapidement faire une constatation encore plus inquiétante. Il y avait tous ces papiers. Les papiers au nom de Guy Chavernac. Son porte-monnaie. Permis de conduire, carte bancaire, carte de retrait, tous les documents dont on peut avoir besoin au quotidien, c'est qu'il doit être dans un secteur proche du lieu de découverte de véhicule. Tous ces papiers sont là. Alors que s'est-il passé? Guy Chavernac a-t-il été enlevé? A-t-il été conduit de force dans cette carrière? Et si oui, par qui? Et surtout pourquoi? On pense au pire. On pense au pire. C'est pas du tout normal, il n'y a aucune logique que cette voiture soit là. Pour le frère de Guy, c'est le début du cauchemar. Là, je me dis que c'est grave. Là, je pense... là, je me dis que mon petit frère... qu'il n'est plus là. Parce que ils disent qu'ils ont trouvé la voiture comme ça. Et là, dans ma tête, je me suis dit non, non, là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et quand on est monté dans la voiture, c'est comme si on sentait la mort. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est un pressentiment, ça sentait la mort. Ouais. Les gendarmes partagent eux aussi ce sentiment. On cherche plus forcément quelqu'un de vivant, on cherche un corps, on cherche un cadavre. Les enquêteurs vont alors mettre tout en œuvre pour retrouver le corps de Guy. Sur le terrain, des effectifs importants sont déployés, mais aussi dans les airs. On cherche, on fait les battues, les moyens hélicos. Pour faire une recherche aérienne de tout le secteur. Malgré l'appui des hélicoptères de la gendarmerie de Toulouse, les recherches ne donnent rien. Le corps de Guy Chavernac reste introuvable. Alors que la famille se résout à l'irréparable, une personne ne veut pas croire à la mort de Guy Chavernac, c'est sa maîtresse, Simone Cambou. Elle dit, mais Guy reviendra, il va bien revenir. S'il est parti, il va revenir. Et si Simone semble aussi certaine de revoir son amant, c'est que tous les deux envisageaient de quitter la région pour monter ensemble un commerce dans le centre de la France. Elle est surprise dans le sens justement où elle avait ce projet commun avec Guy et elle ne comprend pas qu'il ait pu partir sans elle. Seulement les langues vont se délier et très vite Simone Cambou va faire figure de suspecte. D'abord, il y a le témoignage d'une de ses collègues infirmières de l'hôpital de Fumel, Marie-Jeanne. C'est aussi l'ex-compagne de Guy. Et depuis le début, elle soupçonne Simone de ne pas dire toute la vérité. Et dans les couloirs de l'hôpital, les deux femmes vont même avoir une violente dispute. Marie-Jeanne a ouvert la porte de l'infirmerie et elle me dit « Elle est où ?» Puis en criant. Alors je dis oh, tu te calmes Marie-Jeanne, parce qu'ici il y a encore des résidents qui dorment, et tu parles de qui? Là, Simone. Et j'ai dit, elle n'est pas loin, elle avait le chariot. Donc Simone est arrivée auprès de Marie-Jeanne, qui, Marie-Jeanne, s'est énervée, lui a dit, Guy a disparu, c'est pas normal, ça va pas se passer comme ça, de toute façon, méfie-toi. Alors Simone lui a répondu, mais moi non plus, je ne l'ai pas vu. Donc si tu ne l'as pas vu, je ne l'ai pas vu moi non plus. Il reviendra, de toute façon, il reviendra. Elle lui a fait comme ça avec le doigt, elle lui a dit, je te le conseille. Et elle a repris l'ascenseur, elle est repartie. Et dans les jours qui vont suivre, le comportement de Simone Cambou va intriguer. « 2 février 2003, cela fait 10 jours que Guy a disparu. Il est 9 h du matin au domicile de Simone Cambou, quand les pompiers interviennent. C'est son fils Didier, 19 ans, qui les a appelés.
Dès leur arrivée, les pompiers constatent que Simone Cambou a avalé une vingtaine de comprimés. Simone. Une lettre posée sur sa table de chevet justifie son geste. Elle sera une lettre à ses enfants, indiquant que la vie sans Guy Chavernac ne vaut plus la peine d'être vécue. Qu'elle ne supporte plus d'être seule. Elle se présente comme une victime, victime d'un amour qu'on lui a pris, qui a disparu, qu'on lui a peut-être enlevé. Au fond, la vie n'a plus de sens pour elle. Simone Cambou ne supporterait pas de vivre sans Guy et aurait donc tenté de mettre fin à ses jours. Mais très vite, pour les pompiers et les enquêteurs, cette tentative de suicide sonne faux. La dose de médicaments qu'elle avait ingérée était inoffensive. C'est une espèce d'appel au secours ou peut-être une manipulation quelconque. Simone Cambou est emmenée à l'hôpital le jour même. Mais alors, voulait-elle réellement mettre fin à ses jours ou a-t-elle mis en scène son suicide? Pour le savoir, les gendarmes vont s'intéresser de plus près à l'infirmière. Ils vont mettre en évidence que Simone Cambou leur a menti, notamment grâce à ses relevés téléphoniques. Car souvenez-vous, le jour même de la disparition de Guy, l'infirmière avait déclaré aux enquêteurs que la dernière fois qu'elle avait été en contact avec son amant, c'était par téléphone. Elle a déclaré avoir reçu un appel de Guy Chavernac le 22 dans la soirée, elle ne donne pas d'heure. Et voici ce qu'elle déclare. Il m'a appelé en fin de journée pour me dire que sa soirée s'était bien passée. Or, on ne retrouve pas la trace de cet appel de façon scientifique, technique, puisque l'opérateur téléphonique dit qu'il n'y a pas eu d'appel. Et l'on constate que Guy Chavernac ne l'a pas appelé, ni n'a été appelé par elle. Et si l'infirmière n'a pas été appelée par Guy Chavernac, en revanche, comme en témoignent les relevés téléphoniques, Simone Cambou a bien passé un appel. On trouve un appel qui part de chez Simone Cambou à destination de son ex-mari, Georges, dont elle n'a pas parlé. Intrigués, les gendarmes vont donc aller voir ce fameux Georges, l'ex-mari de Simone. Et là, Georges va dire aux gendarmes, mais attendez, moi je n'ai pas parlé ce jour-là, elle appelait son fils. Elle appelait mon fils. Il va dire qu'il a surpris une conversation entre son fils Didier et son ex-femme, donc Simone Cambou. Et à un moment donné, Didier va dire « Tu te rends compte, avec ce que j'ai fait pour toi, aujourd'hui, je devrais être en prison. » Cette phrase fait l'effet d'une bombe. Pour les enquêteurs, le fils aurait, semble-t-il, quelque chose à se reprocher. Et de toute évidence, Simone Cambou ne dit pas toute la vérité. C'est souvent ainsi, un détail apparemment insignifiant, un oubli, une défaillance de la mémoire, un calcul mal assuré, non pertinent, qui ouvre une piste. Simone Cambou a-t-elle fait disparaître son amant? Pour le savoir, le 5 mars 2003, les enquêteurs perquisitionnent son domicile. Et contre toute attente, l'infirmière se montre détendue et plutôt très coopérative. Elle ne semble pas du tout inquiète que nous venions en nombre et que nous passons pratiquement la journée complète à perquisitionner son domicile. Sous le regard de la suspecte, les enquêteurs fouillent la maison de fond en comble. Là, sur place, ils vont saisir un certain nombre d'objets, notamment le canapé. Ils vont prendre un coussin du canapé, qui est un coussin de couleur verte. Car sur ce coussin, les gendarmes remarquent d'étranges taches qui font penser à du sang. Mais Simone Cambou a une explication. Elle nous dit qu'il s'agit vraisemblablement de sang laissé par un de ses chiens qui aurait été blessé quelques semaines auparavant. Des explications peu convaincantes aux yeux des enquêteurs. Ce coussin est saisi pour analyse. Et dehors, dans la remise de Simone Cambou, c'est une autre découverte que font les enquêteurs. Ils vont saisir également un marteau
sur lequel il y a également des taches brunâtres. Des échantillons sont prélevés sur le marteau et le coussin. Ils sont envoyés dans un laboratoire pour savoir s'il s'agit du sang du disparu. Et les résultats sont sans équivoque. Le sang sur les coussins et sur le marteau, c'est bien, ça match, hein, c'est l'expression consacrée. C'est bien le sang de Guy Chavernac. Cette enquête commence à prendre une épaisseur et elle est gravement dans le collimateur quand même. L'étau se resserre autour de Simone Cambou. Mais sans aveu de sa part, les gendarmes ne peuvent prouver sa culpabilité. Le 1er octobre 2003, Didier et sa mère sont convoqués à la gendarmerie. Ils sont placés en garde à vue dans 2 bureaux différents. Je mène l'interrogatoire de Didier. Donc la garde à vue débute le matin à 9 h. Il arrive un petit peu fatigué dans nos locaux. Il ne pensait pas être en garde à vue, il pensait peut-être que ça allait être une audition d'1 heure, 2 heures. Les gendarmes commencent par interroger Didier. Ils espèrent le faire craquer car c'est un jeune homme à la personnalité fragile. C'est un garçon qui a un âge où on se cherche encore un peu. Il n'a jamais fait grand-chose. Un petit peu l'adolescent qui ne sait plus où il est et qui fait du n'importe quoi. Contrairement à son fils, Simone Cambou semble plus solide psychologiquement. Son assurance désarçonne même les gendarmes. Elle ne veut pas d'avocat, elle ne veut pas prévenir un membre de sa famille. Elle est sereine et elle attend qu'on lui amène des éléments. Et face aux accusations des gendarmes, l'infirmière répète qu'elle n'a rien à voir avec la disparition de Guy. Elle nie avec véhémence. Mais Didier, son fils, supporte difficilement la pression des interrogatoires successifs. Et au fil du temps, le jeune homme finit par avouer. Lorsque notamment les enquêteurs lui demandent ce qu'il s'est dit le 22 janvier à 22 h 43, soit la veille de la disparition de Guy Chavernac, lors de cet étrange échange téléphonique qu'il a eu avec sa mère. Ta mère t'a téléphoné, qu'est-ce qu'elle te dit? Sur le coup, il ne me répond pas. J'insiste, qu'est-ce que ta mère t'a dit? Il baisse les yeux. Elle m'a dit, ça y est, je l'ai fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça y est, je l'ai fait? J'ai fait quoi? Alors là, il me regarde et il me dit, pour moi, ça y est, elle l'a fait, elle a tué Guy. Je l'interroge sur quelle a été sa participation à partir du moment où il réceptionne le coup de téléphone. Là, il a dit aux gendarmes tout ce qui s'est passé. Dans les moindres détails. Et le récit que Didier va faire de cette nuit va sidérer les enquêteurs. Sa mère l'a appelé et lui a dit « c'est fait ». Ils viennent tout de suite. Et 20 minutes après, avant minuit, il se retrouve à son domicile. Il a compris que quelque chose de grave venait de se passer. Elle va lui demander de venir partager le crime et la fin du crime. Il découvre Guy Chavernac étendu sur le canapé. Avec un trou au milieu de la poitrine. Guy est mort. Didier raconte alors qu'il est sous le choc. Il ne comprend pas le geste de sa mère. Première réaction de Didier. Il lui reproche de l'avoir fait. Il lui dit « Maman, pourquoi tu as fait ça? Il fallait pas le faire. » Il dit « Mais non, mais alors il faut appeler la gendarmerie, il faut faire quelque chose. » Et elle s'approche de lui et elle lui dit « Non, on n'appelle personne. » Ensuite, Didier raconte que sa mère lui aurait demandé de l'aider à se débarrasser du cadavre de son amant. Dans les locaux de la gendarmerie, Simone finit elle aussi par craquer. Face aux explications et aux accusations de son fils, elle est bien obligée de reconnaître les faits. Dès l'instant où on lui signifie que Didier est passé aux aveux, elle dit « C'est bon, je vais tout vous expliquer. » Elle va avouer. Elle confirme mot à mot, mot pour mot, les aveux de son fils. Je vais vous le dire. Et Simone Cambou va donner aux gendarmes le récit de cette nuit de janvier 2003 où elle a assassiné son amant Guy Chavernac.
Le 22 janvier 2003, il est 20 h quand Guy arrive chez sa maîtresse. Elle l'a effectivement invité à un repas. Elle va le faire venir, l'attirer dans cet antre de la mort. Elle lui aura proposé les mets qu'il apprécie particulièrement. Le plateau de fruits de mer. Parce qu'ils avaient l'habitude de manger les fruits de mer, parce qu'il aimait les fruits de mer et qu'elle avait envie de lui faire plaisir. Guy et Simone passent à table. Ils profitent du plateau de fruits de mer et consomment beaucoup d'alcool. Ils ont passé du temps à table. Hein. À un moment, Guy Chavernac va quitter la table, il est fatigué, il va se mettre juste à côté dans le canapé, il se pose et il ferme les yeux et il s'endort. C'est le moment que Simone choisit pour se rendre dans la cuisine. Dans la mesure où manifestement elle a décidé de passer à l'acte, il convient qu'elle se donne un peu de courage. Elle va se taper 2 whisky coup sur coup. Puis, Simone se serait dirigée vers le placard de l'entrée et elle aurait saisi un fusil de chasse qu'un de ses voisins lui aurait prêté. Elle ouvre le placard, s'empare du fusil, s'approche de lui, il est à 1 mètre. Le canon du fusil est pointé en direction de la poitrine, elle tire. Et après, les événements diaboliques se sont enchaînés à une vitesse fulgurante. La suite, les gendarmes la connaissent. C'est à ce moment-là que Simone téléphone à Didier et lui dit cette fameuse phrase « Ça y est, je l'ai fait, viens vite ». À son arrivée, le fils va être mis dans une situation intenable. À partir de ce moment-là, Simone lui dit « Maintenant, il faut faire disparaître le corps ». Il bascule le corps qui se trouve sur le canapé, sur le tapis. Ils enroulent le corps et puis ils vont le tirer. Ils l'ont traîné dehors, tout près de la maison, à 6 mètres. Et le corps est là, posé sur l'herbe. Et Simone Cambou va dire à son fils va me chercher le jerrycan d'essence qui se trouve dans le cabanon. Là. On va le brûler. Il suffit que tu ailles chercher le bidon. Elle lui demande de mettre l'essence sur le corps de Guy Chavernac. Lui arrose. Non, il fait le non. Elle va lui demander de craquer une allumette. Là, il refuse. Il dit non, non, ça, je peux pas le faire. Et sa mère a craqué l'allumette. Ils l'ont brûlé. Les flammes sont décrites comme très hautes par Didier, pendant que le corps brûle. Lui reste un long moment à regarder. Alors, il me semble que c'est à travers la fenêtre de la chambre. Elle va s'employer à nettoyer les taches de sang parce que ça a quand même un petit peu giclé. Simone Cambou enlève la housse du canapé tachée de sang. Elle la confiera à son fils pour qu'il la porte au pressing. Face aux gendarmes, Simone Cambou explique alors que le lendemain matin du drame, elle part à l'hôpital comme si de rien n'était. Elle s'habille, elle se fait propre, elle se fait coquette, comme si de rien n'était, et elle va travailler. Je suis en service avec elle. Elle arrive et elle me dit « Alors, Colette, comment ça va ?» Je dis « Ça va. Bon, je prends mon chariot de médicaments, tu fais les petits déjeuners, je te suis. » Donc, elle ne laisse rien apparaître du tout. Le matin, quand elle se pointe, qu'elle vient d'avoir fait ce qu'elle a fait à mon frère, elle se pointe pomponnée comme si de rien n'était. Donc elle sait très bien jouer le jeu. Dès la fin de son service, vers midi, Simone Cambou rentre à son domicile où son fils l'attend. Méthodiquement, elle va finir d'accomplir sa macabre exécution. Le corps à l'extérieur est calciné, tout noir. Elle demande à Didier d'aller chercher une brouette. Donc Didier s'exécute. En soulevant le corps, les membres inférieurs se détachent du tronc. Il s'est disloqué en 2 ou 3 morceaux. Les restes humains sont donc entassés dans la brouette. Et la brouette est mise à l'écart de la vue, dans une remise située à une quinzaine de mètres de la maison.
Lors de leur garde à vue le 2 octobre 2003, Simone Cambou et Didier acceptent de revenir à la buissonnade et de montrer aux gendarmes la façon dont ils ont procédé. Les enquêteurs sont médusés par leur décontraction. Mais l'horreur du récit n'est pas terminée. Voici la question que Simone Cambou pose alors à son fils. Est-ce qu'on peut, en l'état, reconnaître et identifier le corps? Il répond que oui, par les empreintes dentaires. Sa dentition peut être un élément d'identification. Elle décide alors de détruire les dents. Là-dessus, Simone Cambou va lui demander de casser les dents à l'aide d'un marteau. Et lui, pour la deuxième fois, va refuser d'obéir à sa mère. Mais il lui apporte le marteau. Donc c'est elle qui va se charger de prendre un marteau. Et elle fracassera les dents. Et ils ont dû le massacrer. En pleine nuit, Simone Cambou et son fils se dirigent en bordure du Lot. Dans le coffre de la voiture, les sacs plastiques enfermant les restes de Guy Chavernac. Et Didier a dit que l'odeur du cadavre leur répugnait. Ils vont s'arrêter sur le bord du Lot. C'est Didier qui est chargé de cette opération. Et il va prendre un sac, il va le jeter dans le Lot. C'est l'horreur. C'est tout. Ouais. À Fumel, personne ne comprend le geste fou de Simone et de son fils. Toute la région est en émoi. L'histoire fait la une de la presse locale. Je pense que tout le monde a été tellement choqué que personne n'en a parlé. Pour la famille, l'acharnement de Simone Cambou sur le corps de Guy Chavernac reste incompréhensible. Pourquoi? Pourquoi l'avoir massacré comme ça? Même si je savais quelque part que mon frère n'était plus en vie, que je le sentais, que je le pressentais, que c'était jusqu'au fond de mes entrailles, on vous dit que là, il n'y a plus de retour, il n'y a plus d'espoir de vie, il n'y a plus rien. C'est la chute. Les enquêteurs se demandent comment cette femme, appréciée de tous, a pu commettre un meurtre de sang-froid. Et pourquoi s'est-elle débarrassée de son amant? En réalité, Simone Cambou a un talon d'Achille, l'amour qu'elle porte pour cet homme beaucoup plus jeune qu'elle. Toutes les personnes nous décrivent cette personne comme étant d'une jalousie maladive. Pour faire les sorties, souvent Guy était coincé parce que voilà, elle était jalouse. Et quoi qu'il fasse, il fallait que dès qu'une fille s'approchait de lui, elle était là. Alors ça crée quelques tensions. Quand Simone Cambou a jeté son dévolu sur quelqu'un, c'est à la vie, à la mort. C'est elle qui dirige, je dirais. C'est elle la maîtresse. C'est ainsi qu'au fil du temps, la belle histoire d'amour a viré au cauchemar. Guy s'éloigne de plus en plus. Simone le suspecte d'avoir une autre femme dans sa vie. Avant la fin de sa garde à vue, l'infirmière va expliquer aux enquêteurs le mobile de son crime. Je n'avais plus de doute sur l'existence d'une autre relation. Et c'est dès ce moment-là que j'ai vu rouge et que j'ai décidé de passer à l'acte. Elle n'a jamais vérifié si Chavernac l'avait trompé. Elle ne sait pas. Elle ne sait rien. Après ces terribles aveux, Simone Cambou et son fils Didier sont mis en examen pour assassinat. Et ils sont incarcérés tous les deux dans 2 maisons d'arrêt différentes, évidemment. Didier est enfermé à la maison d'arrêt d'Agen. Simone Cambou, elle, est incarcérée près de Bordeaux. Reste une obsession pour la famille et les enquêteurs, retrouver les restes du corps de Guy Chavernac au fond du Lot. Les gendarmes fouillent la rivière pendant des jours, mais en vain. Et jamais nous ne saurons exactement ce qu'il est advenu du corps de Guy Chavernac.
Ce serait donc la jalousie qui aurait poussé Simone Cambou à tuer son amant. Un mobile que Simone va faire voler en éclats un an plus tard. Le 7 janvier 2004, une nouvelle reconstitution est organisée au domicile de Simone Cambou. Le juge d'instruction tient à éclaircir certains détails. Et contre toute attente, les enquêteurs assistent à un incroyable renversement de situation. Elle nous déclare qu'il s'agissait d'un coup de feu accidentel. Simone Cambou raconte alors que si elle a tué Guy, c'était par légitime défense. Contrairement à sa première version, elle raconte que ce soir-là, elle avait invité Guy à un dîner de réconciliation. Ce dîner devait être un moment de discussion, un moment de mise au point un petit peu. Elle trouvait que son amant avait pris des distances. Elle va expliquer que ce soir-là, une violente dispute les a opposés. C'est comme ça qu'elle avait pris le fusil. Le fusil, pas pour le tuer, dira-t-elle, mais simplement pour qu'il s'arrête, pour l'impressionner. Et le coup de feu part. Elle conclut ses explications en disant « mais j'étais plus moi-même, il était violent, j'ai pas eu d'autre solution que de sortir mon fusil pour me défendre. » Et madame le juge a dit « bon, vous voulez me donner cette version, je prends, mais vous allez vous en rappeler. » Derrière les barreaux, Simone Cambou n'en démord pas. Et elle écrit même aux enquêteurs, aux juges d'instruction et à tous ses amis. Dans ses lettres, elle parle de Guy comme d'un monstre. Je n'ai pas su à ce moment-là que je faisais la connaissance de Mr. Jekyll et Dr. Hyde. Guy Chavernac était-il vraiment un homme violent? Une dispute qui s'est déroulée un an auparavant pourrait le laisser penser. La famille du défunt préfère parler de comportement excessif d'un amant poussé à bout par sa maîtresse. Guy en a eu marre, il est passé à côté, il l'a prise par les cheveux. Donc il y a des cheveux qui sont restés dans la main, quoi. Mais c'est sûr que Guy était très fort. Dans le dossier, ça pèse quand même assez lourd, c'est-à-dire qu'on se dit peut-être qu'elle dit la vérité finalement. Simone Cambou campera sur cette position comme système de défense jusqu'à son procès. C'est son regard. Alors que tout l'accuse, Simone fait preuve d'un aplomb extraordinaire. Loin d'être désarçonnée, l'accusée a bien l'intention de diriger l'audience. Elle va même mettre en scène son propre procès. Quelques minutes à peine après l'ouverture des débats, coup de théâtre. L'actrice numéro 1 qui tient le premier rôle de cette affaire s'effondre. Hop, elle chavire dans le box. Suspension d'audience, le SAMU arrive immédiatement sur place. Elle va se poser en victime plus qu'en assassin. Elle a pris le procès en main. C'est ce qu'elle voulait. Simone Cambou va-t-elle se relever? Ou le procès va-t-il être reporté? Après quelques heures, les débats reprennent avec la conviction pour tous d'avoir été manipulés. C'est du style, c'est moi qui ai la baguette magique et c'est moi qui dirige. Je tombe dans les pommes. Elle est tout sauf sotte, Mme Cambou. Elle sait très bien que la peine qu'elle encourt et la peine qu'elle peut avoir sera une peine très très lourde. Tout le monde a les yeux rivés sur la criminelle, comme si elle était seule dans le box des accusés. Didier n'est que l'ombre de lui-même, il est rongé par le remords. Didier lui va passer ce procès comme un fantôme. Terrorisé. Alors il est terrorisé par le monde, il n'est pas habitué au monde. Il est terrorisé aussi par rapport à sa culpabilité. Il n'ose pas affronter mon regard, non. Lui, il regarde ses chaussures. Face à la cour, le regard baissé et avec des mots maladroits, Didier raconte l'horreur de la nuit du drame qu'il n'oubliera jamais. Le jeune homme apparaît comme la victime d'une mère toute puissante, prête à tout pour manipuler son fils jusqu'au bout, notamment le soir du drame. Ils vont dormir ensemble. Ils vont se blottir l'un contre l'autre
dans les bras l'un de l'autre et en larmes en tout cas pour lui. Et elle va profiter du désarroi de son fils pour le culpabiliser. Elle lui fera cette remarque en lui disant « T'as beau pleurer maintenant, c'est à cause de toi que j'ai eu ces problèmes dans le couple ». Donc elle essaye de l'accabler, de l'accuser, de lui faire porter la responsabilité de l'échec de son histoire sentimentale. Dans la salle d'audience, tout le monde voit en Didier un jeune homme victime d'une mère abusive. Je pense que l'on peut expliquer à la fois l'attachement de Didier à sa mère et son comportement d'une phrase qui est la magnifique phrase d'Albert Camus. Entre la justice et ma mère, je choisirai toujours ma mère. Et au fil des débats, l'intime conviction des jurés se forge. La seule responsable, la diabolique, c'est Simone Cambou. Elle a tué ce type pour rien, elle a tué un brave type. Ce qu'ils ont fait ensuite avec le corps, c'est pas terrible, on est d'accord. Et surtout, je crois que ce qu'on n'a pas accepté, ce que les jurés n'ont pas accepté, c'est qu'elle entraîne son fils dans cette histoire. 2 heures durant ce matin, l'avocat général... À l'issue des 5 jours de débat, l'avocat général requiert la prison à perpétuité pour Simone Cambou. Pour Didier, il réclame une peine beaucoup plus clémente. 3 ans de détention, dont 32 mois de sursis pour recel de cadavres et destruction de preuves. Des réquisitions que vont suivre les jurés dans leur verdict. N'imaginez pas, après l'impression qu'avait faite Simone Cambou sur ses juges et sur les jurés, qu'il puisse en être autrement. Quand la décision tombe, Simone Cambou tombe avec la décision. Mais est-ce qu'elle sent, est-ce qu'elle ressent, je sais pas. Pour moi, à ce moment-là, c'est un soulagement. Un an plus tard, le verdict du procès en appel sera à peine plus clément. 30 ans de prison pour Simone Cambou au lieu de la prison à perpétuité.